Tout change quand tu commences à travailler davantage sur toi-même que seulement sur ton travail. Il existe quelque chose que presque personne n'aime admettre. La plupart des gens travaillent tous les jours, respectent des délais, résolvent des problèmes, terminent des tâches, répondent aux attentes. Ils sont occupés en permanence. Mais presque personne ne remarque un détail important. Tu peux travailler beaucoup sans être en train de te développer. Et c'est là la différence silencieuse entre avancer dans la vie et simplement rester occupé. Beaucoup de gens confondent effort et croissance. Ils croient que, parce qu'ils sont fatigués, ils progressent. Ils croient que, parce qu'ils ont des responsabilités, ils évoluent. Mais répondre aux attentes n'est pas grandir. Répondre aux attentes signifie faire ce que les autres attendent de toi. Travailler sur toi-même signifie construire la personne que tu dois devenir. Respecter des délais paie les factures. Travailler sur toi-même change la direction de ta vie. Tu peux passer 10 ans à être responsable et continuer avec le même niveau de discipline, le même niveau de pensée, le même niveau de concentration et la même limite émotionnelle pour faire face à la pression. Parce que le travail exige des résultats, mais il exige presque jamais que tu changes intérieurement. Et quand personne n'exige cela de toi, il devient facile de s'habituer à simplement répondre aux demandes du quotidien, sans exiger d'évolution de toi-même. Les stoïciens étaient très clairs à ce sujet. Épictète disait que la tâche la plus importante de la vie n'est pas seulement de faire face au monde, mais de travailler sur soi-même, renforcer le caractère, améliorer le jugement, entraîner son propre esprit. Et travailler sur soi-même a un sens très concret. Cela signifie lire même quand personne ne le demande, s'entraîner même quand personne ne regarde, étudier son propre caractère. Cela signifie affiner son discernement. Ce n'est pas travailler plus d'heures, c'est renforcer sa structure intérieure. C'est pour cela que la partie la plus importante de ta vie n'est pas ton travail, c'est la personne que tu es en train de devenir pendant que tu travailles. Et si tu ne te consacres pas à ton propre développement, tout le reste aura toujours une limite invisible. Alors commençons à construire ce que la plupart des gens négligent pendant qu'ils sont occupés à remplir leurs obligations. Ta structure intérieure, commençons. Leçon 1. Les bases que personne ne respecte. Ce n'est pas que les gens choisissent de ruiner leur vie. Ce qui se passe est plus simple que cela. Ils sous-estiment la simplicité. Parce que le basique n'attire pas autant l'attention, n'effraie pas, ne semble pas urgent et ne paraît pas décisif. Et pour cette raison, on le remet toujours à plus tard. Une courte marche, lire quelques pages, organiser la journée avant de commencer, noter une dépense, se coucher à une heure raisonnable, dire non à une distraction. Tout cela est facile, et précisément pour cette raison, il est facile de l'ignorer. L'esprit pense. Cela ne fait pas tellement de différence, cela ne va pas me retarder. Mais si, cela fait une différence. Et oui, cela retarde, parce que la vie ne s'effondre pas soudainement. Elle se désorganise peu à cause de petites omissions répétées. La plupart des gens ne perdent pas leur direction à cause d'une grande erreur, ils la perdent à cause de petites omissions répétées. Au début, cela ne fait pas mal. Cela ne déclenche aucune alarme et cela ne semble pas dangereux. Mais cela s'accumule comme la poussière sur un meuble que personne ne nettoie. Et un jour, vous regardez votre propre vie et vous remarquez quelque chose d'étrange. Ce n'était pas vraiment cela que vous vouliez vivre. Non pas parce que vous avez pris une décision absurde, mais parce que vous avez repoussé de petites décisions à plus tard. Non pas parce que vous avez choisi le chaos, mais parce que vous avez toléré le chaos. Et ce que nous tolérons construit notre vie. Mais voici le principe qui fait toute la différence. Ce qui est facile à faire est facile à ne pas faire. Et cette petite vérité gouverne le destin de beaucoup de gens. Parce que quand quelque chose est difficile, vous vous préparez, vous faites attention, vous le prenez au sérieux. Mais quand quelque chose est simple, vous vous relâchez, vous minimisez. Et quand vous minimisez ce qui est simple, vous abandonnez la seule force qui construit réellement l'avenir, la persévérance. Les stoïciens étaient très directs à ce sujet. La discipline n'est pas faire des choses impossibles, c'est faire chaque jour ce qui dépend de vous. La détérioration progressive n'est pas un concept émotionnel, c'est une question de mathématiques. Un petit manque d'attention aujourd'hui semble insignifiant, mais répété, il devient un schéma, et un schéma devient votre identité. De la même manière, une petite amélioration quotidienne semble trop petite pour compter, jusqu'à ce qu'elle se répète pendant des mois, et que soudain vous remarquiez quelque chose de curieux. Votre vie est devenue plus organisée,
votre esprit est devenu plus clair, votre journée commence à produire davantage. Ce n'était pas de la magie, c'était de l'accumulation. La vie ne répond pas à ce que vous avez l'intention de faire, elle répond à ce que vous répétez. C'est pour cela que des choses simples construisent la richesse ou la ruine. Et quand je parle de richesse, je ne parle pas seulement d'argent, mais aussi d'abondance de temps, de santé, de clarté, de relations et d'opportunités. Tout cela se construit de la même manière, par de petites décisions prises avec régularité. Quand vous respectez le simple, votre vie gagne en stabilité. Quand vous ignorez le simple, votre vie commence à devenir fragile. Parce qu'il existe une règle silencieuse que presque personne ne remarque. Ce qui est facile et ignoré devient le difficile inévitable. La formule du désastre est rarement dramatique. Elle est calme, progressive et même confortable. Vous pensez, je ne vais pas faire cela aujourd'hui, ni demain. La semaine prochaine, je m'organise. Plus tard, je commence. Et ainsi de suite. Et l'année prochaine, il y aura un changement. Et sans drame, sans crise, sans tragédie, 5 ans seront passés. Et la pire partie est que la personne n'a pas l'impression d'avoir choisi cela. Elle a l'impression que cela est arrivé. Mais cela n'est pas arrivé. Cela s'est accumulé. Un exemple clair de cela apparaît quand vous regardez la santé. Beaucoup de maladies n'apparaissent pas à cause d'une seule mauvaise journée. Elles surgissent à partir de petits schémas répétés au fil des années. Un style de vie légèrement sédentaire, une alimentation toujours négligée, le repos toujours remis à plus tard, le sommeil toujours raccourci. Chaque chose prise isolément semble gérable, mais ensemble, au fil des années, elles produisent un résultat inévitable. La vie répond à la somme, pas au moment. C'est ainsi pour votre discipline financière, pour vos relations, pour votre esprit et aussi pour votre caractère, parce que ce n'est pas le grand effort qui change votre vie, c'est la petite habitude que vous ne négligez pas. Épictète expliquait cela de manière simple. Il disait qu'un olivier ne donne pas de fruits le jour où il est planté, il donne des fruits longtemps après. Parce que quelqu'un en a pris soin continuellement, l'a arrosé, l'a protégé, a attendu. La vie fonctionne de la même manière. C'est pour cela que l'application est simple. Choisissez aujourd'hui une petite discipline. Tellement petite que vous ne puissiez pas justifier de ne pas la faire. 10 minutes de lecture, 10 minutes de marche, 10 minutes de planification. Et établissez une règle simple. Je ne peux pas manquer 2 jours de suite. Un jour perdu est humain. 2 jours commencent à créer un schéma. Cette règle protège votre avenir parce qu'elle interrompt l'accumulation négative avant qu'elle ne devienne une identité. Au fond, ce que vous entraînez n'est pas seulement une habitude. Vous entraînez le respect de la simplicité, et quand vous respectez le simple, votre vie commence à s'organiser. Et quand la vie s'organise, apparaît une expérience que peu de gens connaissent, le progrès sans drame. Un progrès qui ne dépend pas de la motivation. Un progrès qui ne dépend pas d'une journée parfaite. Un progrès qui naît de la répétition. Gardez cette phrase parce qu'elle résume toute cette leçon. Le succès exige rarement des choses difficiles. Il exige que vous n'ignoriez pas ce qui est facile. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de la loi qui transforme ce principe en quelque chose de presque inévitable. La loi des moyennes. Parce que lorsque vous comprenez les proportions, vous arrêtez de dramatiser les noms. Vous cessez de vous frustrer face aux contretemps et vous commencez à gagner par la quantité, pas par l'émotion. Leçon 2. La loi des moyennes. Cette loi ne parle pas de motivation, elle parle de proportion. Parce que la vie répond rarement par un simple oui ou non, elle répond en pourcentage. Et beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils interprètent la situation de la mauvaise manière. Une tentative ratée semble être un échec. Une semaine irrégulière semble être un recul. Une mauvaise série semble être la preuve que rien ne fonctionne. Mais la plupart du temps, ce n'est rien de tout cela. C'est simplement de la statistique. Une tentative ratée ne signifie presque rien, une mauvaise semaine ne signifie presque rien, même une série d'erreurs peut ne rien signifier. Parce que lorsque vous êtes à l'intérieur d'un système de moyenne, ce qui compte n'est pas un événement isolé. Ce qui compte, c'est combien de fois vous continuez d'essayer. C'est la différence entre ceux qui progressent et ceux qui se frustrent. Celui qui se frustre croit que sa valeur dépend du résultat immédiat. Celui qui progresse comprend quelque chose de beaucoup plus important. Son pouvoir se trouve dans la répétition. Parce que la répétition ne produit pas seulement des résultats, elle produit de l'habileté,
et l'habileté change le pourcentage. Si vous essayez 10 fois, vous n'aurez probablement pas 10 victoires, vous aurez une proportion. Si vous essayez 100 fois, cette proportion commence à devenir plus claire. Si vous essayez 1000 fois, un schéma commence à apparaître. Et à ce moment-là, vous percevez quelque chose d'important. Vous n'êtes pas en train de construire une journée parfaite. Vous êtes en train de construire une moyenne, et la moyenne commence à travailler en votre faveur. Cela apparaît dans pratiquement tous les domaines de la vie. L'apprentissage, le travail, la santé, les affaires, les relations. La véritable amélioration ne se produit pas parce que quelqu'un a réussi une fois, elle se produit parce que quelqu'un a répété de nombreuses fois. Les recherches sur la pratique délibérée montrent exactement cela. Le progrès ne vient pas de faire davantage de la même chose de manière automatique, il vient de répéter, observer, ajuster et essayer de nouveau. Voici la formule. De petits ajustements, un nombre suffisant de répétitions et peu à peu le pourcentage s'améliore. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est un système. L'erreur la plus courante consiste à penser qu'un mauvais résultat invalide le chemin, mais la loi des moyennes montre exactement le contraire. Le chemin inclut des erreurs, inclut des tentatives qui ne fonctionnent pas, inclut des jours où vous n'avez pas envie. Malgré tout, si vous continuez à répéter, la moyenne commence à s'imposer. Et quand cela se produit, quelque chose change dans votre esprit, vous cessez de dramatiser les erreurs et vous commencez à construire du progrès. Un exemple simple est ce que Marc Aurèle a écrit dans ses méditations à propos de la discipline. Si tu t'écartes du chemin, reviens immédiatement. Et si tu reviens de nombreuses fois, cela deviendra une habitude. Cette phrase semble simple, mais elle cache une idée puissante. Marc Aurèle ne dit pas que vous ne sortirez jamais du chemin. Il dit que vous en sortirez et que l'important n'est pas d'éviter toutes les erreurs, c'est de revenir rapidement. Parce que c'est ainsi qu'une moyenne commence à se former. Pensez à ce qui se passe lorsque quelqu'un tente de construire une compétence. Certains jours sont très productifs, d'autres le sont peu, et certains semblent ne rien produire. Maintenant, imaginez que cette personne pense comme beaucoup de gens pensent dans la vie. Cela ne fonctionne pas pour moi. Elle abandonnerait avant même que la moyenne apparaisse, mais celui qui comprend la logique du progrès pense autrement. Lorsqu'il se rend compte qu'il est sorti du chemin, il revient. Lorsque la journée ne produit pas, il ajuste. Lorsque quelque chose échoue, il tente de nouveau. Parce qu'il sait que la performance réelle n'apparaît pas en une seule journée, elle apparaît dans la répétition au fil du temps. Et c'est exactement ce que Marc Aurèle se rappelait à lui-même. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, il s'agit de revenir sur le chemin autant de fois que nécessaire. Votre vie fonctionne de la même manière. Si vous abandonnez après le premier non, vous n'arrivez jamais au moment où la moyenne commence à travailler en votre faveur. Si vous n'agissez que lorsque vous êtes motivé, le volume est trop faible pour produire du progrès. Mais lorsque vous agissez avec constance, même si elle est petite, quelque chose commence à se produire. D'abord vient le volume, ensuite le volume génère de l'habileté, et l'habileté améliore votre pourcentage. L'application de cela est très simple. Pendant les 14 prochains jours, choisissez une petite discipline et transformez-la en un jeu de répétition. Ne cherchez pas l'intensité, cherchez la constance. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la continuité. Chaque jour, faites une tentative et marquez-la visuellement, un trait, une coche, une marque sur le papier. Non pas pour vous motiver, mais pour mesurer, parce qu'il existe une règle simple. Ce qui est mesuré s'améliore et ce qui n'est pas mesuré devient imagination. Votre esprit a besoin de preuves lorsqu'il voit les tentatives s'accumuler. Il cesse de discuter et commence à coopérer. La loi des moyennes vous rend le contrôle parce qu'elle enseigne quelque chose de libérateur. Vous n'avez pas besoin de vous sentir différent pour progresser. Vous avez besoin de répéter. Vous n'avez pas besoin que la journée soit parfaite. Vous avez besoin de maintenir la séquence. Vous n'avez pas besoin de gagner à chaque fois. Vous avez seulement besoin de revenir sur le chemin et de continuer. Dans le prochain chapitre, nous allons parler de quelque chose qui complète cette idée, l'inévitabilité du processus. Parce que lorsque vous commencez à planter la discipline, une partie se perd inévitablement. Certaines tentatives ne fonctionnent pas, certains jours ne produisent rien, certaines graines ne poussent pas. Mais lorsque vous comprenez cela, vous ne vous frustrez pas, vous devenez constant, et lorsque quelqu'un devient constant, il devient difficile à arrêter. Leçon 3. L'or apparaît après le sable.
Ce n'est pas que le processus échoue avec vous. Ce qui se passe est plus simple que cela. Le processus inclut du gaspillage. Et beaucoup de gens abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, ils abandonnent parce qu'ils ne supportent pas de voir du sable avant de voir de l'or. La plupart attendent que chaque tentative soit organisée, que chaque effort paraisse productif, que chaque progrès soit visible. Mais la véritable croissance ne fonctionne pas de cette manière, elle fonctionne comme un filtre. Lorsque vous commencez à travailler sérieusement sur vous-même, ce qui apparaît d'abord n'est pas l'or, c'est beaucoup de matière inutile. Des jours où vous ne produisez pas, des distractions qui vous sortent du chemin, des semaines où le progrès semble lent, la fatigue, les critiques et surtout les frictions. Et si vous interprétez tout cela comme un signe d'échec, vous abandonnerez exactement au moment où le processus commençait à fonctionner. Les stoïciens comprenaient cela et enseignaient quelque chose de simple. Celui qui grandit réellement ne cherche pas un chemin parfait, il cherche à maintenir le filtre en fonctionnement. Parce qu'il comprend quelque chose de simple, le résultat apparaît après le processus normal. Et le processus normal inclut des pertes, inclut des tentatives qui ne fonctionnent pas, inclut des jours difficiles, inclut des moments où vous vous demandez si tout cela vaut la peine. Ce n'est pas une erreur dans le système, c'est le système lui-même. Pensez à l'image de quelqu'un qui tamise du sable à la recherche d'or. Au début, il y a beaucoup de sable, ensuite apparaissent des pierres, et seulement après, avec suffisamment de patience, commencent à surgir de petits fragments d'or. Le sable représente ce qui ressemble à du progrès, mais disparaît rapidement. L'enthousiasme momentané, les grandes promesses, les jours intenses qui ne se répètent pas, au début cela brille, mais l'éclat ne dure pas. La pierre représente autre chose, elle représente la véritable friction, le poids du processus, la discipline quand il n'y a pas de motivation, la répétition quand le résultat n'apparaît pas encore. Et c'est précisément là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils confondent l'inconfort avec l'échec. Mais l'or apparaît exactement après la pierre. L'or représente ce que presque personne n'atteint, une identité solide. Parce que la véritable récompense de travailler sur soi n'est pas seulement un résultat extérieur, c'est devenir quelqu'un de constant. La psychologie comportementale explique bien ce moment. Lorsque l'inconfort apparaît, l'esprit cherche un soulagement immédiat. Cela s'appelle l'évitement. Éviter le problème apporte un soulagement à court terme, mais renforce l'habitude d'abandonner. Et c'est pour cela que la discipline ne signifie pas être dur. Elle signifie apprendre à tolérer l'inconfort sans fuir. Lorsque vous entraînez cette tolérance, quelque chose change dans votre comportement. Il devient stable et la stabilité est ce qui permet un véritable progrès. Cela apparaît clairement dans l'entraînement des musiciens professionnels, dans les répétitions réelles. Une grande partie du temps est consacrée aux erreurs. La partie difficile est répétée de nombreuses fois. Avant de bien sonner, la musique sonne souvent mal. Un débutant se frustre, le professionnel comprend quelque chose de différent. Il sait que la partie qui sonne mal est exactement l'endroit où l'habileté est en train de se construire. Il ne dramatise pas l'erreur, il utilise l'erreur comme guide. Travailler sur soi fonctionne de la même manière. N'exigez pas que tout paraisse parfait, exigez seulement que le filtre continue de fonctionner. L'or n'apparaît pas dans le premier saut, il apparaît après avoir soutenu le processus sans transformer la friction en excuse. Vous pouvez appliquer cela à votre vie. Lorsque surgit un jour de sable ou un jour de pierre, n'évaluez pas toute votre vie. Évaluez seulement une chose. Vais-je maintenir le filtre en fonctionnement aujourd'hui? Même à petite échelle, aujourd'hui je maintiens le bloc, aujourd'hui je répète, même si c'est peu. Aujourd'hui je n'abandonne pas le processus. Parce que ce n'est pas la perfection qui construit une nouvelle identité, c'est la continuité. Et c'est la continuité qui transforme l'effort en caractère. Dans le prochain chapitre, nous allons approfondir une idée qui change complètement la manière dont vous vous reliez à l'argent. Parce que l'argent ne corrige pas une philosophie faible, il amplifie simplement ce qui existe déjà. Si votre philosophie est forte, l'argent devient un outil. Si elle est faible, il devient un risque. Et comprendre cela change complètement la manière dont vous construisez votre vie. Leçon 4. La philosophie avant l'argent. Ce n'est pas l'argent qui construit une personne, c'est la philosophie qu'elle possède lorsqu'elle administre l'argent. Pour les stoïciens, l'argent en lui-même n'a pas de morale, n'a pas d'intention, n'a pas de but, il ne fait qu'amplifier. Il amplifie ta clarté ou ta confusion.
Il amplifie ta discipline ou ton impulsivité. Il amplifie tes standards intérieurs ou ton besoin d'impressionner. C'est pour cela que cette leçon ne parle pas principalement d'argent, elle parle de toi. Travailler dur sur soi-même signifie aussi développer une philosophie capable de soutenir n'importe quelle somme qui passe entre tes mains. Parce que lorsque l'esprit n'est pas entraîné, l'argent n'élève personne. Il expose tes faiblesses, il expose tes impulsions, il expose tes schémas. Et c'est pour cela que tant de gens croient que le problème est d'avoir peu d'argent. Mais très souvent, le véritable problème est ailleurs, le manque de structure intérieure. Avant que l'argent devienne un outil, tu dois devenir quelqu'un capable de l'utiliser avec intention. Il ne s'agit pas de gagner plus d'abord. Il s'agit de décider mieux d'abord parce que les décisions viennent avant l'argent. Et l'argent suit toujours le type de décision que tu répètes. C'est pour cela que la philosophie avant l'argent signifie quelque chose de très simple. D'abord, tu apprends à te gérer toi-même. Ensuite, tu gères tes ressources. D'abord, tu contrôles tes impulsions. Ensuite, tu contrôles ton budget. D'abord, tu élèves tes standards. Ensuite, tu augmentes tes revenus. Parce que lorsque quelqu'un essaye de sauter cette séquence, l'argent se transforme en amplificateur d'erreurs. L'économie comportementale le montre avec beaucoup de clarté. Les décisions financières sont rarement totalement rationnelles, elles sont influencées par les émotions, les impulsions et la recherche de gratification immédiate. Quand une personne agit par impulsion, le cerveau privilégie le plaisir du présent et ignore les coûts du futur. C'est pour cela que, sans autocontrôle et sans règles claires, l'argent tend toujours à suivre le chemin le plus facile. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de structure. Et il existe une vérité que peu de gens acceptent. Tu n'as pas besoin de plus d'argent pour commencer à pratiquer ta philosophie. Tu as besoin de plus de conscience. Parce que l'argent ne change pas qui tu es, il révèle. Si tu es désorganisé avec peu, tu seras probablement désorganisé avec beaucoup. Si tu achètes par émotion dans de petites décisions, tu achèteras aussi par émotion dans des décisions plus grandes. Si tu te justifies quand tu dépenses peu, tu te justifieras quand tu dépenseras beaucoup. La taille du revenu ne change pas ce schéma, elle ne fait que le rendre plus visible. L'histoire financière le montre avec clarté. Dans les années 90, un opérateur appelé Nick Leeson a provoqué l'effondrement de la banque Barings, une institution financière avec plus de 200 ans d'histoire. Ce n'était pas un manque d'argent, c'était un manque de philosophie intérieure. Il a commencé en cachant de petites pertes, ensuite il a évité d'assumer la responsabilité, puis il a commencé à faire des paris de plus en plus grands pour tenter de récupérer les pertes. Tout cela pour maintenir l'apparence du succès. Ce schéma mental s'est répété jusqu'à détruire une banque entière. La leçon est dure, mais très claire. Quand la philosophie est faible, de grands chiffres créent de plus grands problèmes. C'est pour cela que travailler dur sur soi-même signifie aussi développer une relation honnête avec la vérité. Parce que l'argent exige de l'honnêteté. Si tu te mens à toi-même, les chiffres le révèlent. Si tu crées des excuses, les chiffres s'accumulent. Si tu ignores les problèmes, le coût augmente. La véritable richesse commence avec l'intégrité mentale. Un plan petit et cohérent est plus puissant que beaucoup d'argent sans direction. Un esprit organisé avec un revenu modeste est plus sûr qu'un esprit chaotique avec un revenu élevé. Parce que ce qui transforme l'argent en outil, ce n'est pas la quantité, c'est la structure. Travailler sur soi-même, dans ce cas, signifie créer des règles simples qui gouvernent ton comportement financier. Des règles qui ne dépendent pas de ton humeur. Des règles qui ne se négocient pas au moment de l'achat. Des règles qui continuent de valoir même quand tu pourrais dépenser. L'application de cela est très simple. Avant toute dépense importante, arrête-toi pendant 10 secondes et pose-toi 3 questions. Non pas pour générer de la culpabilité, mais pour développer du discernement. Première question. Est-ce que cela construit mon futur ou est-ce que cela achète seulement une émotion? Deuxième question. Est-ce que cela me rapproche de la vie que je veux construire ou est-ce que cela satisfait seulement une impulsion? Troisième question. Est-ce que je ferais ce choix si personne ne regardait? Cette dernière question élimine le théâtre. Elle te place face à ta véritable intention. Et lorsque tu vois ton intention avec clarté, il devient beaucoup plus facile de corriger la direction. Parce que travailler dur sur soi-même signifie exactement cela, ne pas laisser la vie en pilote automatique. L'argent ne te donne pas une identité, il amplifie seulement l'identité que tu possèdes déjà.
C'est pour cela que le véritable travail se trouve dans ta capacité à dire non, dans ta capacité à suivre un plan, dans ta capacité à ne pas acheter un soulagement immédiat au prix de ton futur. Quand cette philosophie commence à se renforcer, l'argent cesse d'être une source d'anxiété et commence à devenir un outil. Leçon 5. Les disciplines sont interconnectées. Ce n'est pas que ta vie possède des domaines séparés, c'est que ton caractère apparaît dans chacun d'eux. La même personne qui administre son argent administre son temps. La même personne qui prend soin de son corps prend soin de son esprit. La même personne qui maintient un engagement maintient une relation. C'est pour cela que travailler sur soi-même ne signifie jamais améliorer seulement une chose. Cela signifie comprendre que tout est connecté. La plupart des gens essaient de réparer leur vie comme si elle était faite de compartiments isolés. Ils veulent plus d'argent, mais sans ordre intérieur. Ils veulent un meilleur corps, mais sans discipline mentale. Ils veulent des relations stables, mais sans contrôle émotionnel. Ils veulent de la productivité sans clarté, et cette déconnexion crée de la frustration parce qu'il n'existe qu'une seule force qui soutient tout, le standard personnel. Les stoïciens étaient extrêmement clairs sur ce point. Épictète disait que le caractère d'une personne apparaît dans les petites actions répétées chaque jour. Il n'existe pas une version disciplinée de toi au travail et une version désorganisée dans le reste de la vie. Il existe seulement toi et ton standard se répand toujours. Voici le principe qui fait toute la différence. La négligence est contagieuse et l'ordre l'est aussi. Un petit relâchement dans un domaine ne reste pas isolé. Il commence à entraîner une identité. L'identité de quelqu'un qui laisse passer, et lorsque ton esprit apprend ce schéma, il commence à l'appliquer ailleurs, non pas par malveillance, mais par cohérence. Le cerveau essaie toujours de maintenir la cohérence avec le modèle dominant. C'est pour cela qu'il existe une chaîne silencieuse que presque personne ne voit arriver. Tu négliges ton argent et tu commences à négliger ton temps. Tu négliges le temps et tu perds la structure de ta journée. Sans structure, tu manges moins bien. Avec une alimentation moins bonne, tu dors moins bien. En dormant moins bien, ton autocontrôle diminue. Et quand l'autocontrôle diminue, tes décisions deviennent impulsives. Soudain, tout semble instable, et il n'y a pas eu de grande tragédie. Il y a seulement eu une succession de petites concessions. Chaque concession semblait trop petite pour compter, mais ensemble, elles construisent une vie fragile. La psychologie moderne confirme cela. Les comportements ne vivent pas isolés. Ils vivent dans des systèmes d'habitude. Un comportement en entraîne un autre. Une discipline en entraîne une autre. C'est pour cela que nous parlons d'effet domino. Une discipline bien établie peut réorganiser tout le système. Mais l'inverse est également vrai. Un seul domaine négligé peut répandre le désordre dans le reste de la vie. Les stoïciens comprenaient cela bien avant la psychologie moderne. Marc Aurèle se rappelait constamment « L'âme se colore de la teinte de ses pensées ». Autrement dit, ce que tu répètes commence à façonner qui tu es, et qui tu es commence à façonner tout ce que tu fais. C'est pour cela qu'il n'existe pas de domaines isolés quand quelqu'un construit une vie solide. Tout repose sur le même fondement, ta capacité à maintenir des habitudes, même lorsque tu n'en as pas envie. Ta capacité à ne pas négocier ce qui est important. Ta capacité à administrer ton énergie. C'est cela qui soutient une vie entière. Travailler sur soi-même ne signifie pas résoudre tous les problèmes d'un seul coup, cela signifie trouver une discipline qui réorganise le reste, un levier. Tu n'as pas besoin de réparer toute ta vie cette semaine. Tu dois installer une pièce qui réorganise le système. La mise en pratique est simple. Pendant les 30 prochains jours, choisis une discipline de base, une seule. Mais choisis quelque chose qui produise un effet domino. Cela peut être se lever à la même heure. Cela peut être un exercice quotidien. Cela peut être lire tous les jours. Cela peut être organiser ton environnement. L'objectif n'est pas l'activité en elle-même. L'objectif est ce qu'elle enseigne. La constance, l'attention aux détails, la structure, l'autocontrôle. Et maintenant vient la partie la plus intéressante. Observe la contagion. Observe comment, en maintenant une discipline de base, ton esprit commence à organiser le reste. Tu commences à dormir mieux, tu commences à choisir mieux, tu commences à moins procrastiner, tu commences à penser avec plus de clarté. Non pas parce qu'il existe une magie, mais parce que ton identité commence à devenir cohérente, et la cohérence crée la stabilité. Garde cette idée, l'ordre est contagieux tout comme la négligence. C'est pour cela que la question la plus importante n'est pas «
Dans quel domaine de ma vie dois-je m'améliorer? La bonne question est, quelle discipline réorganise tout mon système? Quand tu trouves ce levier, la croissance cesse d'être une lutte sur 1000 fronts. Elle devient un courant ascendant. Une discipline en entraîne une autre. Une amélioration en génère une autre. Et ta vie commence à prendre de la structure. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer un concept qui rend cela mesurable. Parce que s'améliorer n'est pas seulement une sensation, c'est une statistique. Et lorsque tu commences à mesurer le progrès, ton esprit devient plus précis et ton évolution s'accélère. Leçon 6. Ta discipline ne peut pas dépendre de la phase de la vie. Ce n'est pas que ta discipline soit instable, c'est que la vie change de phase. Il existe des périodes où tout coule avec facilité, les choses avancent, l'environnement coopère et les opportunités apparaissent. Mais il existe aussi des moments où tout semble se bloquer, des problèmes surgissent, des plans peuvent être retardés, l'énergie peut diminuer. Et quand quelqu'un ne comprend pas cela, il interprète la phase difficile comme un signe d'échec. Mais bien souvent, ce n'est pas un échec, c'est simplement une saison différente de la vie. La plupart des gens essaient de construire leur discipline uniquement quand tout est favorable. Ils lisent quand ils ont du temps, ils s'organisent quand ils sont tranquilles, ils s'entraînent quand ils sont motivés, ils nourrissent leurs relations quand ils se sentent inspirés. Mais lorsque l'environnement devient difficile, tout s'effondre, et c'est là que le problème commence. Parce que la vie ne teste pas ton caractère dans les jours faciles, elle le teste dans les jours difficiles. C'est à ce moment-là que l'on voit la différence entre celui qui dépend du confort et celui qui a construit une structure. Les stoïciens parlaient beaucoup de cela. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que le monde change constamment, que les problèmes apparaissent, que les gens échouent et que les circonstances se transforment. Mais il existe quelque chose qui reste sous ton contrôle. Ta réponse. Tu ne contrôles pas quand une crise apparaît, tu ne contrôles pas quand une perte arrive, tu ne contrôles pas quand surgit une période de pression, de manque ou d'incertitude. Mais tu contrôles quelque chose de beaucoup plus important. Si cette saison va t'affaiblir ou te renforcer, et cela dépend d'une seule chose, si tu continues à travailler sur toi-même, même lorsque c'est difficile. En psychologie, il existe un concept appelé résilience. Cela ne signifie pas être positif tout le temps. Cela signifie maintenir sa fonctionnalité sous pression, continuer à prendre des décisions utiles même lorsque la situation n'est pas idéale. Et la résilience n'apparaît pas par hasard, elle naît des habitudes, des routines, d'une structure intérieure stable. Quand une personne possède une structure, l'adversité ne disparaît pas, mais elle devient gérable. Quand il n'y a pas de structure, l'adversité semble écrasante. Maintenant, imagine la vie comme un cycle de saisons. Il existe des périodes d'expansion, des phases où tu grandis, tu produis, tu apprends et tout semble avancer. Il existe des périodes d'adaptation, des moments où tu dois corriger ta direction, réorganiser tes plans et ajuster ta stratégie. Il existe des périodes d'usure, des moments où l'énergie diminue et où la vie exige davantage de toi, et il existe aussi des périodes de crise. Des moments où tout semble plus difficile. L'erreur est d'imaginer que la vie devrait être uniquement la bonne saison, comme si la croissance était une ligne droite, comme si le progrès était constant. Cette attente détruit beaucoup de gens, parce que lorsque l'hiver de la vie arrive, la personne pense que le voyage est terminé. Mais il n'est pas terminé. La saison a simplement changé. Il existe une règle stoïcienne simple. Ce qui arrive à chacun est naturel pour le tout. Autrement dit, les changements font partie du processus. Les difficultés font partie du chemin. Ce ne sont pas des interruptions du voyage. Ce sont des parties du voyage. Et lorsque tu comprends cela, quelque chose change. Tu arrêtes de lutter contre la saison et tu commences à t'y adapter. Dans une bonne phase, tu grandis. Dans une phase difficile, tu protèges ta structure parce que dans certains moments de la vie, grandir n'est pas la priorité. Parfois, la priorité est simplement de ne pas se briser, et cela est déjà une victoire. Persister signifie exactement cela. Ne pas abandonner ton standard lorsque la vie devient difficile. Ne pas permettre que le chaos extérieur devienne un chaos intérieur. Ne pas laisser une saison difficile détruire la personne que tu es en train de devenir. Pense à ta discipline comme à quelque chose qui s'adapte aux saisons. Dans les périodes favorables, tu augmentes le volume. Tu produis davantage, tu apprends davantage, tu avances davantage.
Dans les périodes normales, tu maintiens l'habitude. Tu continues à faire le basique. Dans les périodes difficiles, tu réduis la taille de l'action, mais tu ne la réduis jamais à zéro. Parce qu'il existe une erreur qui coûte cher, ce n'est pas faire peu, c'est s'arrêter complètement. Quand tu t'arrêtes, tu perds la structure. Quand tu perds la structure, tu perds la clarté, et quand tu perds la clarté, tu commences à prendre de mauvaises décisions. Et de mauvaises décisions prolongent la saison difficile. Travailler sur soi-même signifie exactement cela. Dans les bons moments, tu te prépares. Dans les moments difficiles, tu restes ferme. Dans les bons moments, tu construis ta capacité. Et dans les moments difficiles, tu protèges ton caractère. Parce qu'au final, ta vie n'est pas définie par ta meilleure phase. Elle est définie par la façon dont tu agis lorsque la saison change. Leçon 7. L'identité de celui qui travaille sur lui-même. Au fond, tout cela mène à une question simple. Qui es-tu en train de devenir? Cette vidéo n'a pas seulement parlé de stoïcisme et de développement personnel, elle a parlé d'identité, de la vie de quelqu'un qui décide de travailler sur lui-même. Et la vérité est que cette vie ne paraît pas spectaculaire de l'extérieur. Ce n'est pas une vie parfaite, c'est une vie qui n'est pas négligée. Celui qui prend son propre développement au sérieux comprend quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Le destin se brise rarement à cause d'une seule grande erreur. Il se brise à cause de petites omissions répétées. C'est pour cela que la vie de cette personne ne repose pas sur l'intensité. Elle repose sur l'attention. L'attention au simple, l'attention au petit, l'attention à ce qui est facile, parce qu'elle a appris une règle qui change tout. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Alors elle ne vit pas en attendant le jour idéal. Elle fait ce qu'elle peut aujourd'hui. Même si c'est peu, elle protège le minimum nécessaire, parce qu'elle comprend quelque chose que presque personne ne prend vraiment au sérieux. La détérioration est mathématique. Mais le progrès l'est aussi. C'est pour cela qu'elle ne permet pas que 2 jours de suite deviennent un abandon. Elle ne permet pas que de petites erreurs commencent à s'accumuler. Elle coupe la fuite avant qu'elle ne devienne un problème. La routine de cette personne paraît simple, parce qu'elle n'est pas remplie de drames. Elle est remplie de répétitions. Elle continue simplement, elle continue de faire le basique, elle continue de protéger ce qui compte, elle continue de revenir à ce qu'elle a décidé de construire. Et c'est ainsi que, avec le temps, la vie commence à prendre forme. Non pas par chance, non pas à cause d'un moment extraordinaire, mais par quelque chose de beaucoup plus simple, une attention maintenue assez longtemps. Travailler sur soi-même ne signifie pas vivre dans une motivation constante. Cela signifie vivre dans une responsabilité constante. La responsabilité de revenir, la responsabilité d'ajuster, la responsabilité de continuer. Et quand quelqu'un vit ainsi pendant des années, quelque chose de curieux arrive. De l'extérieur, on dirait que tout a commencé à fonctionner, mais à l'intérieur, cela a toujours été la même chose. Une personne qui a cessé de négliger sa propre vie. Alors garde seulement cela avec toi. N'attends pas le moment parfait. Protège le simple. Reviens quand tu t'éloignes du chemin et continue. Parce que l'identité de celui qui travaille sur lui-même ne naît pas en un grand jour. Elle naît chaque fois que tu décides de ne pas abandonner ce qui construit ta vie.